Et ma grand-mère, quand j'étais enfant, elle me disait un jour tu reprendras le domaine. Et puis quand j'ai vu toute cette lignée de femmes, j'ai rebaptisé le domaine les Dames de Haute-Cour. On dit beaucoup que c'est parce que les gens boivent moins, mais c'est pas vrai. Ce qui est en train de nous tuer à petit feu en Suisse, ce sont les importations. Pourquoi est-ce que systématiquement à Noël, tous les supermarchés nous présentent des fraises ? C'est tellement injuste. Le poids de la génération d'avant, le regard des anciens, l'envie de changer, mais on peut pas parce qu'on a toujours fait comme ça. Gna gna gna. Je préfère être dehors, me salir les mains. C'est pour ça que je suis contente d'être une femme pour finir, parce que j'ai fait le choix, on m'a pas imposé quelque chose. Ouais, le mot paysanne, il a malheureusement encore cette image de la femme derrière ses fourneaux qui fait un boulot monstrueux. Une femme, quand elle te fait un choix sur une exploitation, elle va pas acheter un plus gros tracteur pour faire comme le voisin. Et puis t'es toujours pas mariée, puis t'as pas d'enfant. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas être à l'aise avec la mécanisation, avec les machines. Des milliers de femmes, des milliers de vies, des milliers de voix. Un point commun, elles nourrissent le monde de demain. Bienvenue dans le podcast Polyphonie paysanne. Je kiffe à fond parce que je me rends compte que je suis capable de tout, que j'ai pas de limite, et puis maintenant la plus puissante c'est moi. Donc merci beaucoup de m'avoir conviée sur ton magnifique domaine au Mont-sur-Rolle. C'est incroyable, on se croirait... moi je trouvais le jardin de la Belle et la Bête. Donc c'est magnifique. Enfin, déjà, est-ce que tu peux te présenter, puis ensuite nous parler de l'histoire de cet endroit ? Alors oui, je suis Coraline de Worstemberger, j'ai 68 ans et j'ai repris le domaine familial qui est dans le domaine viticole familial, qui est dans la famille depuis 1649, qui était remis en dot aux jeunes filles dans la tradition genevoise, parce que ma grand-mère était genevoise. Évidemment, ça se passait quand il y avait des filles dans les berceaux, ce qui n'a pas été le cas de ma grand-mère paternelle. Et donc c'est pour ça que ma grand-mère est décédée très âgée, papa beaucoup plus jeune, et moi j'ai repris derrière papa. Mon père est décédé en 93. À l'époque, j'étais déléguée à la Croix-Rouge internationale et j'ai quitté le CICR pour essayer de reprendre le domaine. Donc j'ai foncé à l'école de Changin, histoire d'avoir une base viticole, parce que à part travailler au pressoir et boire des verres, j'étais pas vraiment une grande experte. Et puis il fallait quand même que je puisse gérer les hommes qui travaillaient sur le domaine. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un vigneron tâcheron et un œnologue. Donc je me suis lancée, j'ai pris la place du régisseur, ce qui existait sur le domaine à l'époque, c'est-à-dire que cet homme-là était le lien entre les experts, vignerons, œnologues et marchands d'ailleurs, et le ou la propriétaire. Et lui, donc, il faisait le lien. Donc j'ai travaillé 1 an avec le régisseur, et puis ensuite, j'ai pris sa place. Là-dessus, mes frères n'ont pas voulu continuer Loiry, donc ils m'ont demandé de leur racheter les parts. Et j'ai repris le domaine, un seul propriétaire, en 2000. Et ma grand-mère, quand j'étais enfant, elle me disait un jour, tu reprendras le domaine. Puis moi, je me voyais pas trop ici. D'abord, je suis pas née ici, je suis née à Paris. Donc je venais ici, pour moi, la campagne, il y a des bestioles, ça démange, je n'aimais pas trop. Et puis, petit à petit, je me suis rapprochée de la Suisse en travaillant avec le CICR, même si c'était beaucoup en Afrique et en Asie, où il y a beaucoup de bestioles quand même. Et puis voilà, mon père décède. Après 5 ans de mission avec le CICR, on avait la possibilité de demander 1 année de congé sans solde. Donc finalement, quand mon père est décédé, cette année, elle était déjà programmée. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu foncer à l'école de Changin. Donc, je ne suis pas œnologue. J'avais, je crois, 35 ans. Donc, je me suis dit que je n'aurais jamais l'expérience de ceux qui sont, entre guillemets, nés sous le tonneau, qui ont commencé leur apprentissage à 16 ans ou à 18 ans. Donc, j'ai préféré m'entourer d'experts et essayer de vendre mes produits, c'est-à-dire mes vins. À l'époque, du temps de mon père, il y avait un chasselas, un pinot noir. Il n'y avait aucune vente directe. Donc j'ai développé la vente directe et aujourd'hui j'ai 11 étiquettes de vin au gré de mes envies. Mon œnologue m'aurait dit un peu de mes lubies et de mes idées bizarres, de faire des vins un peu bizarres. Mais ils sont tous devenus les fleurons du domaine, donc j'avais raison. T'attends. Voilà. Moi,
j'ai vu une photo de ta grand-mère qui est incroyable. C'est quoi l'histoire de cette grand-maman ? Ah oui, ma grand-mère qui est donc née Théodora Giraud, mais tout le monde l'appelait Dora. C'était une grande dame. Elle m'a appris la broderie. Quand je venais chez elle, il y avait un majordome. Enfin, je veux dire, c'était une autre époque. Voilà. Mais elle adorait son domaine. Elle était très proche à l'époque, il y avait 2 vignerons qui habitaient sur le domaine. Et donc, on allait toujours fêter Noël avec eux, leur apporter des cadeaux et les étrennes. Et on se promenait dans les vignes. Elle avait un petit chien, un corgi, d'ailleurs, comme la reine d'Angleterre. Et donc, elle me montrait les cépages et des parcelles de vignes. Elle était très fière de sa cave, qui était une magnifique cave avec que des vases de bois, entre 3000 et 10 000 litres. Donc, tout était vinifié dans cette cave-là. Donc oui, elle m'a vraiment inculqué l'amour de son domaine. Donc, je suis très heureuse d'avoir gardé encore le domaine une génération dans la famille, en tout cas. Et puis, j'ai eu une fille. Comme dirait mon œnologue, évidemment que tu as eu une fille. Oui, évidemment. Elle est fille unique, donc elle n'aura pas à se battre avec ses frères, ce que j'ai dû faire, malheureusement. Mais je pense qu'elle le gardera dans la famille. Je ne suis pas sûre qu'elle continuera à vendre les vins, ou peut-être moins, parce qu'elle a aujourd'hui un autre métier. Ce serait quoi la plus belle anecdote que tu as avec ta grand-maman ? C'est plutôt des souvenirs de partage avec ma grand-maman. Donc ça n'a rien à voir avec la vigne, en fait. C'est que le matin, à 8h moins le quart, j'allais dans son lit et on se racontait notre vie. Et c'était magique. Parce que ma grand-mère faisait chambre séparée avec son deuxième mari, qui avait 15 ans de moins qu'elle, quand même. Oui. Et qu'ils avaient une adoration. C'était pour moi un couple modèle. C'est peut-être pour ça que je ne me suis jamais mariée. Mais c'était extraordinaire. Donc lui, quand il s'est marié, il avait la possibilité encore d'avoir des enfants, alors qu'elle, elle avait, je crois, 40 ans, et elle avait ses 2 garçons qui avaient 8 et 9 ans. Non, c'est quand il est mort. Donc ils avaient 19 ans, au contraire. Donc elle lui a tout de suite dit non, ciao, pas d'enfants. Et lui, sa lignée, il savait que sa lignée allait s'éteindre. C'était vraiment un couple extraordinaire. Lui, il était dans la diplomatie, elle l'a suivi quand il était en poste. Ils étaient à Bucarest et autres et tout. Donc, toutes mes vacances scolaires, je suis venue ici. J'étais la seule petite fille. Donc, elle m'apprenait le point de croix et le crochet. Et donc, le matin, j'allais dans son lit et on se racontait des petites choses, etc. Et c'était... ça, c'est des souvenirs magiques. Et donc, le domaine du temps de ma grand-mère s'appelait Haute-Cour. Et puis quand j'ai vu toute cette lignée de femmes et mon amour pour ma grand-mère, j'ai rebaptisé, quand je me suis retrouvée seule propriétaire en 2000, j'ai rebaptisé le domaine Les Dames de Haute-Cour. Première chose, je devais changer mes étiquettes. J'ai dit au graphiste, tu peux faire des projets comme tu veux, mais je ne veux pas la maison. Et puis finalement, mes étiquettes reprennent des étiquettes dessinées par mon grand-père dans les années 1910. Et donc le format aussi qui est horizontal, et voilà. Donc j'ai lancé ma nouvelle gamme d'étiquettes avec le rebaptême du domaine en 2003, avec la brochure du domaine et tout. Voilà, c'était le rebaptême. Donc c'est les Dames de Haute-Cour. Et toi maintenant, en ce moment, tes projets, alors c'est quoi ? Alors, oui, j'ai pu garder 3 hectares sur les 5 qu'avait ma grand-mère. Et je vends l'équivalent de 1 hectare, un petit peu plus qu'1 hectare, en bouteille, avec mes fameuses 11 ou 12 étiquettes. Donc, je dois évidemment accueillir le public. Aujourd'hui, le premier projet pour cette saison qui débute, c'est les caves ouvertes vaudoises, bien sûr. Donc là, le jardin est plein de monde. Cette année, j'ai une super équipe. Donc, j'ai quelqu'un dans le stock. Et puis, j'ai 2 personnes avec moi à la dégustation, si bien que je peux aussi aller discuter avec les gens dans le jardin. J'aime beaucoup partager, en fait, le pourquoi je fais ça, pourquoi j'y suis arrivée, pourquoi je suis heureuse de continuer à promouvoir le domaine, à promouvoir la place de la femme dans le monde du vin. Voilà, j'ai ce premier projet des caves ouvertes. Au mois de juin, il y aura le vernissage d'un nouveau vin. Au mois de septembre, il y a une exposition de sculptures dans le jardin, comme chaque année.
Et puis, depuis 6 ans, je suis l'instigatrice et l'organisatrice, avec une amie, de Divine, le salon suisse des vigneronnes. Le seul et unique salon avec que des vigneronnes en Suisse. D'ailleurs, on en a parlé de la place de la femme dans ce monde-là, et vous disiez les deux que c'était pas évident, non ? Ah ouais, c'était pas facile. J'ai repris le domaine donc en 95. À l'époque, j'avais habité avant, dans une autre vie, l'Italie. Et puis j'avais vu qu'il y avait une association qui s'appelait les Donne del Vino. Je me suis dit, ça va être sympa, je vais me faire membre de ça, comme ça on va parler vin en italien. Et j'ai été invitée au premier congrès européen de femmes du vin. Et là, j'ai rencontré les Allemandes, les Grecques, les Françaises, les Espagnoles, les Portugaises, les Autrichiennes, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et les Italiennes, bien sûr. Et quand je suis rentrée, il y a une journaliste qui a voulu écrire un article sur des femmes vigneronnes, donc elle a appelé Marie-Thérèse Chapa et Françoise Berger. Et cet article est tombé sur les scripts de Reuters. Et je suppose qu'il n'y avait vraiment rien dans le monde ce jour-là, parce que tous les journaux de Suisse ont repris cet article. Donc on a été publié partout. Voilà. Mais on ne se connaissait pas entre nous. Et le comptoir suisse m'a appelé en disant écoutez, voilà, on a un stand à disposition, on vous l'offre, mais c'est demain matin pendant une semaine. Et moi, je venais d'accoucher de ma fille, donc j'ai dit moi, ça va pas être possible, mais je peux pas répondre pour les autres. Donc j'ai décroché mon téléphone. À l'époque, il y avait un annuaire téléphonique en papier, et j'ai trouvé le numéro de téléphone des 2 autres, et je leur ai dit bonjour, moi c'est Coraline, j'étais dans l'article. Et voilà, vous voulez aller au comptoir ? Puis elles m'ont toutes les 2 dit non. Mais après, je leur ai dit, mais on pourrait peut-être se rencontrer, parce qu'en Italie, j'ai vu qu'il y avait des associations de femmes vigneronnes. Et c'est comme ça, en 98, nous avons créé les artisanes de la vigne et du vin, toutes les 3. Puis j'ai été présidente des artisanes pendant 15 ans. Puis au bout de 15 ans, j'ai laissé la place aux jeunes, en me disant, j'ai assez travaillé là-dessus, et puis c'est bien s'il y a des nouvelles idées. Donc j'ai quitté. Je me suis quand même dit que je voulais continuer à faire la promotion de la femme du vin, parce qu'en 98, nous étions des bêtes curieuses. Vraiment, mon arrivée dans le village a été un peu mouvementée par rapport à mes collègues qui ont pensé que je venais faire la révolution. Et donc, on a créé les artisanes de la vigne et du vin pour montrer que nous existions. Alors, du coup, après, j'ai voulu créer Divine. Et maintenant, la place de la femme dans le monde du vin est une place qui est reconnue, je dirais. Nous ne sommes plus des bêtes curieuses. Mais nous sommes encore une minorité. C'est à peu près 10% de femmes qui sont vigneronnes en Suisse. Tu disais que chez les jeunes, ça change maintenant, ce rapport aux femmes dans le milieu. Bon, alors les jeunes peut-être c'était les premiers à trouver que des femmes pouvaient éventuellement faire du vin. Ce qui est intéressant, c'est aussi la nouvelle génération de vigneronnes qui n'ont pas toutes hérité d'un domaine ou ne sont pas filles de vignerons d'un domaine ou un truc comme ça. Donc elles commencent, je dirais, même en faisant ça un peu dans leur cave ou dans leur garage. Elles achètent du raisin et elles commencent à vinifier, puis après elles commencent à commercialiser. J'ai une jeune femme qui est biologiste marine. Elle était intéressée par le vin, donc elle a commencé à aller choisir ses raisins chez des gens, acheter le raisin et vinifier elle-même. Et elle a eu le prix du meilleur vin rouge du monde. Bon, alors évidemment, les concours, c'est toujours discutable, parce que évidemment, c'est le meilleur vin des vins qui sont présentés. Et puis, il y a beaucoup de monde qui ne présente pas ces vins. Ça n'empêche que c'est extraordinaire, quoi. Il y a des femmes extraordinaires qui se lancent, mais on revient toujours à la passion du métier. Et c'est vrai que les métiers de la terre sont vraiment des métiers de passion. On sait les problèmes qui existent dans le monde viticole aussi bien qu'agricole, et le juste prix de nos produits à la cave, ou la concurrence déloyale des importations. C'est ce qui est en train de nous tuer à petit feu en Suisse, ce sont les importations. On dit beaucoup que c'est parce que les gens boivent moins, mais c'est pas vrai, en tout cas pour le vin, puisque toute la Suisse produit 30% de ce qui est bu en Suisse. Donc nous devrions être des nantis. Et non. Et voilà.
Donc c'est compliqué. Et dans l'agriculture, tu es bien placé pour le savoir, c'est le même problème. C'est tellement injuste. On vient de signer les accords du Mercosur. Donc ça va être encore pire. Mais moi, je feuilletais hier un magazine qui s'appelle Falstaff. Alors il est en allemand. Donc comme je ne parle pas l'allemand, malgré mon nom de famille, je regarde les images, mais j'essaye quand même de comprendre un peu de quoi ça parle. Et il y avait une double page qui parlait des rosés. Donc j'étais intéressée et j'ai regardé les 4 vins présentés. Il y avait un œil de perdrix du Valais à 5 francs 90, un autre vin du Valais en rosé qui était, je crois aussi, à 5 francs et quelques. Ensuite, il y avait un vin, je ne sais même pas de quel pays il venait, mais je suppose que c'est l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, à 3 francs 90. Et le dernier venait de France ou d'Italie, et il était à 2 francs 50, et c'était la pub de Aldi. Voilà, Aldi suisse. Donc tu imagines à quel prix ils ont importé ces vins. Donc en fait, ça ne paye même pas ni la bouteille ni l'étiquette. Ils ont importé du vin, et c'est ce que disent mes collègues vignerons, à 80 centimes le litre. Donc ils le font venir avec des choses hyper écologiques, par avion ou par bateau. Et puis ils le mettent en bouteille ici, ils collent l'étiquette Nouvelle-Zélande et machin, parce que c'est du vin qui vient quand même de là-bas. Et bourré de pesticides, bien sûr, parce que il n'y a aucune norme comme les nôtres. Et c'est ce que nous reprochons aussi, c'est que, en fait, on nous demande d'avoir une culture respectueuse de l'environnement, voire bio, voire en biodynamie, et on importe des produits qui sont bourrés de pesticides ou de produits qui ne sont pas autorisés en Suisse, puisque nous n'avons même pas le droit d'aller passer la frontière pour aller acheter un produit en France parce qu'il n'est pas homologué en Suisse. Et les Français, ils traitent avec ça. Donc s'il n'est pas homologué en Suisse, c'est qu'il y a des problèmes dans ce produit. Et c'est là que c'est injuste. Puis on a un beau produit, les gens l'aiment, ils l'apprécient, ils adorent être accueillis chez nous, ils trouvent que c'est quand ils viennent au jardin, c'est tellement beau, c'est magnifique, etc. Et puis avec ça, ils vont acheter chez Aldi du vin australien. Et nous, alors on dit toujours que nous entretenons le paysage. Oui, mais maintenant on va arracher les vignes. On va attendre 15 ans pour qu'il y ait des villas qui se construisent à la place. Alors en plus, le canton de Vaud donc, subventionne l'arrachage des vignes. Alors c'est en plus là où c'est aussi l'absurdité, c'est la prime, c'est pour l'arrachage des vignes ou pour replanter des cépages résistants aux maladies. Donc ça ne change pas le nombre de litres, puisqu'on a des nouveaux cépages. Donc, je vois pas l'intérêt de subventionner ça. Moi, j'ai des vignes qui datent de 75 et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux parce que je trouve qu'elles sont tellement belles que même si elles produisent moins, je les laisse vivre leur vie jusqu'au bout et on change le cep que quand il est mort. Puis là, oui, la troisième chose, c'est nous envoyer à l'école pour faire une formation pour mieux vendre nos vins. Et avec ça, on a des subventions. Et là, maintenant, on reçoit des mails tous les jours de, par exemple, une offre pour nos clients restaurateurs. S'ils commandent dans le mois pour 1000 francs, ils ont un bon de 200 francs. Et puis, si on veut faire une opération en Suisse allemande, on est subventionné. Donc, ça veut dire prendre du temps, y aller, présenter nos vins, organiser. Donc, ça nous prend aussi beaucoup de temps, etc. Mais plutôt que de limiter l'importation et d'exiger des marchands qu'un litre de vin étranger équivaut à 1 litre de vin suisse vendu par eux, non. On laisse les frontières ouvertes. Il ne faut pas oublier qu'avec tous les millions de litres qui entrent en Suisse sans taxe d'importation ou avec des taxes d'importation moindres, tout ce qui est mousseux, donc tous les champagnes et tous les prosecco, ne sont pas compris dans ces contingents. C'est aussi l'absurdité du truc. Donc on sait combien le prosecco est vendu et combien on en met dans les spritz. On a un niveau de vie en Suisse qui n'est pas le même que dans les pays autres. Donc forcément que nos ouvriers agricoles, ils ont des salaires qui ne sont pas ceux de la France ou de l'Italie. Donc nos vins, on dit toujours que nos vins sont chers, mais moi je trouve que mon premier vin est à 13 francs. De l'autre côté de la frontière, en France, si on veut un vin qui soit correct, c'est un prix que l'on peut payer, 13 francs, quoi. Donc c'est pas ça le problème, en fait. T'es militante dans ce cadre-là ou... Moi, je laisse plutôt les jeunes aller vraiment militer. Mais ceci dit, les raisins de la colère, je vais aux réunions, bien sûr.
Parce que c'est important d'abord d'être informé, de savoir ce qui s'y passe, et puis de montrer qu'on est là. Parce que s'il n'y a personne à ces réunions, que ce soit le canton de Vaud, puisque je suis dans le canton de Vaud, ou la Confédération, elle va se dire, de toute façon, à cette réunion, ils étaient 10, donc c'est pas important. Mais c'est vrai que j'ai la chance de ne pas vendre à un marchand. Donc j'ai pas eu cette fameuse lettre qu'ont reçue certains de mes collègues de marchands qui leur ont dit, écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre collaboration pendant 20 ans, mais l'année prochaine, on vous prend pas de raisin. Et donc, on fait quoi avec le raisin sur les souches, là, qui va arriver ? Et puis d'autres à qui ils ont reçu, alors on va continuer, mais on diminue ce qu'on va vous acheter. Et puis pour le paiement de la récolte 2025, écoutez, on ne sait pas trop quand on va vous payer, mais peut-être au mois de juin. Et nous, on vit d'amour et d'eau fraîche. Donc mon vigneron, il avait d'habitude un marché au moment des vendanges pour 40 000 litres de mou. Eh bien, l'année dernière, il n'en avait que 15 000. Donc il faut encaver. Donc ça veut dire qu'il faut avoir de la place. Puis après, il faut vinifier. Et d'ailleurs, il a décidé, tout le monde est en réorganisation des domaines. Lui, il arrête de s'occuper de la vigne. Il va faire que de l'œnologie et de la vente de vin. Ils sont dynamiques. Tous les week-ends, ils font des trucs. En semaine, ils font des... Je veux dire, c'est un travail. C'est pas du 24 heures sur 24. Mais c'est en tout cas du 12 heures sur 24 au minimum. Et la vie privée, voilà. Quand on sait que dans la paysannerie, sauf erreur, c'est tous les 2 mois qu'il y a un suicide, c'est dramatique. Je pense que dans la vigne, de toute façon, à Genève, il y a des domaines qui ferment direct. J'ai déjà entendu. Et dans le canton de Vaud, c'est pareil. Il y en a certains, ils mettent la clé sous la porte, c'est pas la peine. Donc les parcelles vont rester en friche. Et c'est compliqué. Par exemple, il y a des propriétaires qui ont des petites parcelles qui sont proches des habitations. Eh bien, à chaque fois que le vigneron ou la vigneronne va traiter, ils se font insulter, photographier, dénoncer, etc. Donc ils disent, les premières parcelles qu'on lâche, c'est celle-là. Planter des oliviers. Mais continuez pas avec la vigne. Ici, on n'est pas fiers de nos produits. On parle beaucoup des mondes, des banques, un peu du chocolat et du gruyère, mais on n'est pas fiers de notre agriculture, quoi. C'est quand même dramatique. On est plutôt en train de les critiquer parce que les vaches, elles n'ont pas assez d'espace, etc. Puis on va importer de la viande avec des vaches qui n'ont jamais vu la lumière du jour. On marche sur la tête, quoi. Du maraîchage, il y en a tout autour de nous. Et puis pourquoi aller à la Migros acheter des pommes de terre ? Autrefois, elles venaient d'Israël. Là, ils se sont un peu calmés. Mais des pommes de terre qui viennent d'Ukraine ou de Russie. Mais quand il n'y a pas la saison de la pomme de terre, on ne vend pas de pommes de terre. Et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, il y a des pommes de terre qui se gardent en plus toute l'année. Donc ils se débrouilleront, puisqu'on trouve des pommes toute l'année. Mais pourquoi est-ce que systématiquement à Noël, tous les supermarchés nous présentent des fraises ? Mais des produits, les asperges, elles commencent avec toutes les asperges qui viennent d'Amérique latine et d'Espagne ou de je ne sais pas où d'ailleurs. Alors qu'après arrive la saison, et là en ce moment on a de l'asperge suisse magnifique. Ah mais non, mais c'est trop cher. Oui, mais tu gagnes aussi pas 1 200 € par mois, quoi. La vente directe, c'est une solution pour toi ou... Alors oui, absolument. Moi, ça a été une évidence, en fait, quand j'ai repris le domaine. Ma grand-mère, elle vendait pas son vin. Enfin, elle le vendait à un marchand qui mettait en bouteille au domaine, mais voilà. Et puis, papa, il a débarqué après sa retraite ici, donc voilà, c'était pas son truc. Mais pour moi, 35 ans, oui, c'est aussi une façon de rentabiliser. Je veux dire, c'est là que tu gagnes plus d'argent, c'est en vendant tes bouteilles, ça c'est sûr. Mais c'est un investissement énorme, parce que les gens, ils viennent déguster le soir. Évidemment, ils travaillent pendant la journée. Le soir ou le week-end. Donc ça veut dire que si tu veux faire des manifestations, c'est le week-end. Il y a du temps où j'étais avec mon ex-compagnon, il me disait, mais on n'a jamais un week-end, quoi.
au moment de la bonne saison, quoi. Entre les caves ouvertes, l'exposition, le voyage à Berne pour faire déguster mes vins, la balade gourmande du village et tout. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est d'être présent aussi sur le domaine. Je vois bien, il y a des gens qui sonnent comme ça, qui arrivent au domaine. Et sinon, est-ce que tu as un mot de la fin pour les personnes qui vont potentiellement écouter ce podcast ? C'est qu'il ne faut pas avoir peur de prendre sa place. Et dans le monde de la vigne, c'était ça, en fait. J'ai repris le domaine. Mes collègues m'ont encensé, on va dire, dans le mauvais sens. Ils m'ont un peu découragée, etc. J'y suis restée. J'ai continué. J'ai prouvé aussi, puisque j'ai fondé les Assistants de la vie du vin et maintenant Divine, de montrer qu'on est là. Et donc, c'est ça qui est important. C'est que si on a envie, il faut y aller. C'était l'une des voix de Polyphonie paysanne, un projet de recherche mené à l'Université de Lausanne qui donne à entendre les femmes qui travaillent dans l'agriculture. Cet entretien a été mené par moi-même, Ariane Meria, et le son a été monté et mixé par Bastien Meria. Tous les épisodes sont à retrouver sur polyphoniepaysanne.ch ainsi que sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts et Deezer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire qui sent bon la terre, les vaches et le foin.